J'étais directrice du développement, j'étais au board de l'agence et je décide de passer à la créa. Et là, mon boss me dit « Ok, je suis sûre que tu peux, mais on va pas te prendre trop de risques, donc je te vire. Tu refais un stage de 6 mois et puis si c'est bon, je te reprends. » En faisant ça, j'ai appris qu'en fait, le sujet, tu t'en fous. Ce qui est important, c'est les gens avec lesquels tu travailles. C'est pareil pour les clients. Donc, on envoie notre truc à quelques personnes qui potentiellement peuvent investir, notamment des anciens de mon agence, qui, je dois dire, à ma grande surprise, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Alors, à ma grande surprise, pas parce que le projet n'est pas bien, tu vois, mais parce que à l'époque, on cherchait 1,2 million. Il se passe un truc de fou en ce moment sur la micro-influence. Je t'explique ça en 10 secondes. Je te la fais courte, mais grâce à Frisbee, tu fais un post LinkedIn pour une app partenaire et en échange, tu as accès à l'outil Premium gratuitement. Par exemple, Notion fait une campagne, tu fais un post LinkedIn sur Notion et en échange, tu as accès au plan Premium de Notion gratuitement. C'est simple, non? Et tout le monde y gagne. Parmi les apps partenaires sur frisbee.co, on en a maintenant des dizaines. On a Notion du coup, on a Submagic, on a Folk, on a Taplio, on a la grosse machine. Et on explose tous les quotas depuis 5 semaines, c'est un truc de fou. On a plus de 50 nouveaux membres chaque jour. Et si toi aussi tu veux participer et postuler, c'est très simple, il te suffit juste de cliquer sur le lien qu'on t'a mis juste en dessous. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, tout à y gagner. Donc du coup, j'espère à très vite. Et c'est bon, ça enregistre. Chère Isabelle, je suis très content qu'on puisse faire ce podcast ensemble. On était en train d'en parler, là, on tourne début septembre à Paris, donc on est sur une météo d'été indien. Déluge. C'est ça, on est arrivé trempé, mais on est arrivé quand même en forme. On est là. Et écoute, je suis très content qu'on puisse échanger ensemble. Donc, je t'expliquais un peu en off. Avant, moi, ce qui m'intéresse, dans tous les cas, c'est l'entrepreneuriat et les entrepreneurs avec un grand E. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître leur parcours, d'où ils viennent, à quel moment en fait ils ont décidé d'entreprendre, comment s'y sont pris, et après voilà de connaître un peu les étapes de développement de leurs différentes boîtes. Du coup, je te propose, Isabelle, si ça te dérange pas, de te présenter, de nous dire d'où tu viens et on va dérouler. Ça marche. Moi aussi, je suis très contente d'être là avec toi, Hugo. Alors, qui suis-je ? Je suis parisienne, je suis la mère de 3 enfants et j'ai également une belle-fille. J'ai fait une carrière dans la communication et le design pour ensuite enchaîner avec une seconde vie dans la cosmétique. Ok, très bien. Et je suis aussi étudiante en naturopathie, donc tu vois. C'est vrai que j'avais vu ça, mais je pense qu'on en parlera à un moment donné dans le podcast. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand les gens se présentent. Tu vois, moi, c'est toujours la question que je déteste quand t'es dans un bar, resto avec des amis d'amis. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, c'est le moment où moi, je préfère dire, moi, en fait, déjà, je m'appelle Hugo, je suis bordelais. Tu vois, comme toi, t'as dit, je suis parisienne, je suis marié, je suis papa. Et souvent, je dis, et accessoirement, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. C'est vrai que c'est marrant comment les gens ils se présentent, à quel moment l'entrepreneuriat vient dans leur présentation. Ouais. Alors, tu vois, moi, j'en ai parlé tout de suite parce que c'est hyper important pour moi, mais c'est vrai que dans ma vie, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé très tôt finalement. Ouais. Tu vois, mais ça me pose, tu vas voir le podcast, il va être complètement décousu. Ça, c'est un sujet qui revient souvent. C'est avec les entrepreneurs, tu sais, ce fameux équilibre, déséquilibre, vie perso. Souvent, donc, tu vois, t'as toute, un peu la bien-pensance qui va te dire, oui, non, voilà, pendant les vacances, faut couper, et la famille, les amis, etc. Évidemment, de toute façon, c'est la bonne réponse. On va jamais dire, non, j'en ai rien à foutre de ma famille, j'en ai rien à foutre de mes gosses. Rien à secouer d'eux. Franchement, mais qu'est-ce qui m'emmerde à me faire perdre du temps, etc. Mais en fait, en vrai, moi, je sais pas si ça te le fait, mais on va pas se mentir. En fait, l'entrepreneuriat, quand on y est à fond, et surtout quand on y est de manière intense, et je pense que c'est ton cas vu tout ce qu'on s'est dit un peu en amont de l'enregistrement, c'est vrai que en fait, ça occupe quand même tout notre esprit. Toi, comment tu vis tout ça ? C'est une grosse part de ton cerveau et de ton cœur, enfin en tout cas du mien. Comment je vis tout ça ? Écoute, je dois dire que les choses sont un peu calmées malgré tout sur enfin, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, je reviens par exemple de vacances, et c'est vrai que pendant les vacances, même si je continue à lire mes mails, même si je fais quelques réunions, même si évidemment mon équipe sait qu'elle peut m'appeler, m'interroger s'il y a une urgence ou une décision compliquée à prendre, etc. Mais j'étais quand même en vacances. Okay. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Enfin, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était quand même des petites vacances, tu vois. Mais bon, je travaillais vraiment une grosse partie de mes vacances. Moins. Mais ça fait 15 ans.
Oui, non mais c'est ça. En fait, souvent moi ce que je dis maintenant, c'est que certes, en fait, il faut pas, tu vois, je pense qu'il faut pas avoir des regrets plus tard, se dire qu'on a passé voilà trop de temps à travailler et pas assez de temps avec leurs enfants. Moi, j'en connais plein par exemple, des parents Ouais. de potes qui aujourd'hui se rattrapent à la retraite en tant que grands-parents et qui disent bah ouais, c'est vrai que en fait vous, Je les ai pas je me beaucoup suis vus. pas occupé de vous parce que Ouais, j'ai fait que ouais. travailler en fait quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé Abso, mes enfants étaient encore assez petits, notamment mon dernier. Tu vois, il devait avoir, il avait 5-6 ans, quoi. Ouais, C'était encore petit. très petit. Et puis avant, enfin bon, c'est vrai que parfois je regarde et je me dis, j'ai loupé des trucs. Mais Ouais. bon, enfin, tu vois, tu loupes des trucs. C'est ça, mais en fait, c'est de se dire, je pense que en fait, il n'y a pas de bon équilibre ou de gros déséquilibre ou quoi. Je pense qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, quand on est entrepreneur, on va pas se mentir, bah, la plupart du temps, on travaille. La plupart de notre cerveau est occupé à penser à C'est ça. ça. Mais par contre, quand on passe des moments pour soi, pour son bien-être, pour faire du sport ou pour voir ses amis ou sa famille, bah, il faut se dire que ça, c'est des moments qui sont plus rares, mais qui sont intenses et qui sont de qualité, quoi. Moi, c'est comme ça, tu vois. Après, ça m'a mis 15 ans quand même à venir, mais tu vois, maintenant, c'est un peu le mindset que j'ai par rapport à tout ça, quoi. Oui, de toute façon, il faut essayer d'être à la fois réaliste et puis on sait très bien qu'on peut pas faire quelque chose de parfait, quel que soit le sujet, si tu veux. Ouais. Donc, sur cette fameux équilibre perso-pro, déjà, quand on est entrepreneur, de toute façon, tout est mélangé. Et moi, j'aime ça. Enfin, ça me gêne absolument pas le truc. Même quand je n'étais pas entrepreneur, et tu vois, j'avais des postes plutôt de direction dans la com. Je bossais quand même comme un âne. Donc oui, certains de mes week-ends étaient préservés, mais bon, je faisais des charrettes à n'en plus finir, je rentrais du boulot à 10 heures, enfin, finalement, en termes de temps, entrepreneur, surtout les débuts, bon, si de toute façon tu bosses 100%, donc comme ça, ou voire 150, 200%, mais en termes de temps, il n'y a pas un différentiel si monstrueux par rapport à la façon dont on travaillait avant, mais bon, c'est la pub, hein, donc c'était Oui. un peu genre, tu pars à 9h du soir, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Ouais. Mais en revanche, dans la tête, c'est quand même pas pareil. Parce Clairement. que quand tu es salarié, tu n'as pas à t'inquiéter de est-ce que tu vas pouvoir payer ton équipe, est-ce que ce client tu vas le garder, enfin, tu vois, même si tu es hyper impliqué, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Du coup, c'est en fait ce qui l'un des seuls petits détails, mais qui n'est pas un petit détail qu'il y a entre les deux. Bah, en fait, c'est ce rapport en fait au risque et à l'incertain en fait. Et à la responsabilité aussi. Exactement. Ouais. Ouais. Même si tu te sens, enfin moi je me suis toujours sentie hyper responsable de ce que je faisais, j'ai toujours essayé de faire au mieux, j'ai vraiment un petit côté petit soldat, voire même un peu, tu vois, un peu bêta, quoi, genre Ouais. j'y vais. Mais t'as quand même moins de choses sur les épaules. Alors, clairement, bah, du coup, ça me fait la transition parfaite, parce que toi, du coup, tu as eu 2 vies dans ta carrière, une grande partie, du coup, salariée, donc principalement dans la com. Je crois que même dans cette vie, il y a eu plusieurs vies. Tout à fait. On va essayer de passer vite, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus C'est ma vie d'aujourd'hui. la deuxième vie d'entrepreneur. Mais donc, du coup, toi-même, de base, donc, tu m'as dit que tu étais parisienne. Je sais pas, de quel milieu tu viens? Je sais pas, peut-être qu'est-ce que faisaient tes parents? Est-ce que tu avais des rôles modèles entrepreneurs dans ta famille? Comment c'était? Alors, pas vraiment. Je viens d'une famille. Mes parents sont tous les deux d'extraction très populaire, comme on dit. Mon papa, en fait, est vraiment, tu vois, le cliché, l'archétype des 30 glorieuses. Ok. Donc, pour te dire, il est parti de l'école avec son certificat d'études. Il est devenu peintre en bâtiment. Ce qu'il a fait pendant quelques temps, et puis, enfin, c'est vraiment, tu vois, on remonte. Et puis, il a fini, entre guillemets, directeur commercial d'une grosse boîte de peinture. Donc, c'est vraiment l'ascension, Ouais. le self-made man dans toute sa splendeur. Donc, lui m'a vraiment transmis le quand on veut, on peut, à l'ancienne, mais qu'il a vraiment incarné. Ma mère, c'est différent, pareil, vraiment d'une famille très populaire, mais qui a fait beaucoup de choses quand elle était jeune, assez atypique pour son époque. Mais en revanche, qui s'est un peu, bon après c'est leur histoire de couple, mais bon, elle s'est un peu, tu vois, gâchée. Et elle a pas transformé quelque chose après. Elle s'est contentée d'être dépressive et malheureuse, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, en tout cas, mon papa m'a transmis ce côté un peu quand même, un peu à la dure, mais quand on veut, on peut. Mais pour autant, il a eu une expérience d'entrepreneuriat. Il a lancé sa boîte et il s'est fait rouler dans la farine. Ça a duré assez peu de temps. Donc, j'en avais pas spécialement. Ok. Et
effectivement, donc j'ai eu cette première partie. C'est un peu con de dire première partie parce que bon, la vie, ce n'est qu'un seul morceau. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans la com. En ayant un parcours un peu atypique parce que j'ai coutume de dire que j'ai visité un peu tous les étages sauf l'administratif et le financier, et c'est peut-être dommage parce que le financier ça m'aurait bien aidé à mon avis. On y reviendra. Ouais. Mais j'ai commencé au commercial parce que c'est ce à quoi mes études me destinaient. La meilleure école dans tous les cas. Voilà, donc j'ai fait ça. Quand j'ai démarré vraiment, je me suis dit, je vais faire ça un moment, puis ça va me faire chier assez rapidement. Et je vais passer à la créa, mais après. C'est ce que j'ai fait. Mais je suis passée donc au commercial quelques années. J'ai grimpé assez vite parce que j'ai eu la chance de démarrer alors j'ai démarré vraiment, tu vois, le premier niveau, le first level. Je pouvais pas aller plus bas, entre guillemets. Le BizDev junior, quoi. Voilà. C'était chef de pub junior. C'est quoi, c'est là, t'allais chasser des annonceurs pour... Non, pas du tout. Chef de pub, tu vois, t'es un peu comme un chef de produit. C'est-à-dire que tu traites les dossiers, les clients existants. Tu fais la navette avec la créa, avec la prod. Tu vois le client, tu vois ce qu'il veut. Donc c'est pas toi qui vends, là, du coup, tu passes après, t'es account manager. Tu vends des petites choses, voilà, t'es account manager. Tu vends des petites choses, mais c'est pas toi qui fais les gros pitchs, et qui est sur les méga gros dossiers. Enfin, tu y es avec ton boss, quoi. Bien sûr. Mais j'ai démarré avec quelqu'un qui a été assez important dans mon démarrage parce que il s'appelle Marc Hénon, hein. Il est plus tout dans la com, mais j'ai démarré en même temps que quelqu'un qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui, et il nous jetait vraiment dans la piscine. C'est-à-dire que je me souviens très bien, j'ai démarré un jour de grève RATP, ça commençait très très bien. Et dans la même semaine, il m'a dit, c'était Cycle Peugeot, il m'a dit, écoute, il y a une reco à faire sur Cycle Peugeot. On était à l'époque, mon agence était mariée avec DDB. Tu vas aller présenter avec DDB. Mais moi, j'étais un super bébé, tu vois. Donc déjà, j'écris la reco en transpirant et en me disant, et je lui dis, tu relis? Il me dit non, je te fais confiance. Et moi, c'est panique à bord. Et donc, il arrêtait pas de faire ça. Il nous jetait dans l'eau. Et en fait, bon, il était quand même là pour nous rattraper si jamais ça n'allait pas. Mais tu vois, ça m'a donné une certaine liberté. Et en fait, j'ai pu avancer très vite. Donc, j'ai fait du commercial. Ensuite, je suis passée au développement. Donc là, tu vas faire tous les pitchs justement pour gagner les clients. Ouais. Et puis ensuite, je suis passée à la créa. Gros changement grosse remise. Alors, faut te dire que j'étais directrice du développement, j'étais au board de l'agence et je décide de passer à la créa. Et là, mon boss me dit « Ok, je suis sûre que tu peux, mais on va pas te prendre trop de risques, donc je te vire. Tu refais un stage de 6 mois et puis si c'est bon, je te reprends. » Ok, donc t'étais comme ça, puis t'as redémarré d'en bas, quoi. Et on fait ça. Et le plus dur pour moi, c'était pas le changement de salaire, enfin, tu vois, qui était quand même assez conséquent parce que je gagnais bien ma vie quand j'étais Dear Dev, parce que je gagnais beaucoup de pitch. Le plus dur, c'est que quand ils se réunissaient en board, je pouvais plus y aller. Ok. Et donc, je savais pas ce qui se passait. J'étais plus dans les petits papiers. Et ça, c'était hyper difficile pour moi. Je redémarre donc à la créa, copywriter, puis directrice de création. Et puis ensuite, j'ai fait la direction de création dans d'autres agences. Je suis devenue sur la dernière DGA. Voilà. Ok, donc ça, donc du coup, tu vois, c'est un petit tour. C'est ton arrivée du coup dans la créa. Que je comprenne, c'est quel type de client, et c'était quoi? Vous étiez une agence 360 ou vous aviez une spécialisation? Non, on était une agence 360 et tout type de clients. Moi, justement, ce qui me plaisait, c'était de pas être spécialisée. Tu vois, j'aurais pas du tout eu envie d'être dans une agence luxe, surtout que la plupart du temps, les budgets luxe ne sont pas les plus intéressants. Ouais. J'ai appris vraiment en faisant ça, j'ai appris qu'en fait, le sujet, tu t'en fous. Ce qui est important, c'est les gens avec lesquels tu travailles. Et c'est pareil pour les clients. Donc, au début, j'étais super excitée par exemple, de travailler pour de la cosmétique, avant de me rendre compte que c'était absolument mortel. Et que même sur un sujet qui était pas drôle du tout, si ton client était quelqu'un d'intelligent, qui avait vraiment envie de faire des choses intelligentes aussi, et tu vois, smart, eh ben, ça pouvait devenir génial. Et que tout sujet, en fait, une fois que tu t'y plonges, peut devenir intéressant. Après, il y a des incointances qui font que tu peux préférer ceci ou cela, bien sûr, mais même des trucs aussi chiants. Je me souviens, par exemple, j'avais Sage comme client, donc tu sais, les ERP, t'imagines, ouais, franchement, le Moyen-Âge. Super pas bandant, j'y connaissais rien, vraiment. Mais c'était un très bon client, avec des gens qui voulaient faire des trucs intéressants. Et en fait,
je me suis plongée dans le sujet et j'y ai trouvé un intérêt. Et puis surtout, c'était agréable et on arrivait à faire des belles choses. Tu peux avoir un sujet beaucoup plus sexy. Si c'est la guerre chez ton annonce, tu vois, chez ton client, qu'en fait, à partir du moment où il veut pas que machin, enfin, tu vois, les guerres de position, en fait, tu fais un travail totalement sans intérêt. Ok, et donc je suppose que c'est par ces différentes expériences, ces différents clients dont tu vas gérer la créa, que tu arrives et que tu rencontres ou que tu re-rencontres du coup la cosmétique qui nous amènera à ta première expérience entrepreneuriale, qui n'est pas Absolution. Qui n'est pas Absolution, qui est mon agence Jack, mon agence de com. Oui, alors ça s'est passé d'une façon, tu sais, comme souvent les rencontres. Je me fais virer de ma dernière agence. Ah, ok, donc ça j'avais pas, tu vois, ce détail. Je me fais virer de ma dernière agence. C'est une façon très classique de partir d'une agence de com. En fait, mon agence a été rachetée. Okay. Et ils ont par palier, tu vois, par étage, ils ont viré. D'abord la présidente, ensuite tous les DG, ensuite les DGA. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'était peut-être un peu plus simple de virer les gens à ce moment-là. Oui. Ce serait peut-être moins facile aujourd'hui. Oui. De toute façon, aujourd'hui, si ça se fait encore, mais c'est des licenciements économiques. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment, c'était chronique d'une mort annoncée. Okay. Mais ça avait quand même été extrêmement désagréable. Et de toute façon, l'agence est morte maintenant. Hein, voilà, tu vois, ils n'ont pas réussi, on va dire. Voilà, karma. Mais donc, je sors. Et j'en avais un peu ma claque de la com. Ça faisait au moins 15 ans déjà, ou un peu plus, que j'en faisais. Même si j'avais vraiment beaucoup aimé ça, ça devenait de moins en moins rigolo quand même. Et aujourd'hui, je plains, j'ai mon cœur se serre quand je vois ce que la pub produit. C'est la plupart du temps affligeant. Il y a très 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 peu de jolies campagnes avec des trucs où tu dis ah ouais, c'est bien. Bon, c'est bien, c'est la réclame, quoi. Et juste là, si on veut une petite parenthèse là-dessus, en fait, c'est dû à quoi? C'est qu'en fait, maintenant, on prend plus de risques. En fait, c'est quoi? On va à l'essentiel. Il y a moins de budget. C'est quoi? Voilà, il y a moins de budget et surtout moins. Tu vois, le budget c'est quelque chose, mais une idée, tu peux ne nécessite pas forcément un budget monstrueux. Ouais. Non, c'est la prise de risque, c'est la renta. C'est la prise de risque parce qu'une super belle campagne peut avoir une très bonne rentabilité. Ouais. C'est juste. Et puis c'est les guerres intestines. Tout le monde est dans son petit truc et personne n'a de couilles, quoi. Ouais, ok. Et donc ça fait vraiment. Je plains mes quelques copains qui sont encore en agence. Je pense que c'est dur parce que moi ça me rendait vraiment malade en tant que en tant que décès quand je voyais qu'on martyrisait une campagne qui, à l'origine, était vraiment bien et que ça devenait un truc, rien, je me disais, mais pourquoi faire ça? Pourquoi dépenser de l'argent pour faire un truc qui est rien, qui est plat, qui a aucun intérêt, quoi. Bref, je sais plus ce que je te raconte. Mais non, mais en fait, du coup, t'es dans cette agence, donc tu fais quand même 15 ans, plein d'échelons, on l'a vu, un peu en dents de scie. Dans plusieurs agences, et puis donc, je me fais sortir. Je me dis, j'en ai un peu marre de la com, là, c'est bien, j'ai vécu des super années, j'ai adoré, mais maintenant, ça va bien. Et puis, tu vois, 3 charrettes par semaine, où tu rentres le matin, tu déposes les maquettes, tu te douches et tu retournes. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, c'est un autre monde par rapport à la façon dont les gens vivent leur temps de travail aujourd'hui. Ouais. Hein. C'était 24 là, sur 24 quasiment. Si on revient sur le déséquilibre, là, il est total, quoi. Ah, mais là, c'était la folie. Ouais. Enfin, franchement, vraiment, je faisais ça plusieurs fois par semaine. Ok. Et j'avais des enfants petits. Ouais, punaise, ouais. Je me dis, bon, ça va bien. Je monte un projet avec celle qui est donc ma meilleure amie et qui avait démarré en même temps que moi, qui était vice-présidente de cette boîte et qui donc s'était fait virer aussi. Et sur un tout autre sujet qui me passionnait, qui était l'architecture d'intérieur. Ok. Alors, branle-bas de combat, on doit se former. Bon, j'étais au chômage, du coup. Donc, on se fait plein de formations parce qu'on était déjà vieille, entre guillemets. Donc, tout ce qui est officiel, tu vois, reprendre des études officielles, etc., c'était mort puisqu'on te dit aujourd'hui, oui, dans votre vie, vous n'aurez plus qu'un seul métier. Enfin, c'est fini d'avoir un seul métier, blablabla. Mais en même temps, si t'as dépassé 26 ans, tu peux pas savoir. C'est juste que maintenant, en fait, là, on est dans un autre paradigme. Maintenant, c'est que maintenant, les gens, quand ils veulent faire une reconversion, je parle dans les métiers, on va dire un peu traditionnels de l'entreprise, quoi. Aujourd'hui, tu refais pas des études, quoi. Tu reprends pas une école de commerce ou quoi. Tu vas te former tout seul sur Internet, sur YouTube et compagnie. Tout à fait. Mais moi, je te parle de ça 2000. Ouais, oui, c'est ça. Tu vois, enfin 2003.
Donc là, du coup, juste Donc, après l'éclatement t'as de la quand même bulle, des quoi. trucs, tu vois, mais c'est balbutiant. Non, bien sûr, c'est une autre époque. Bon, ceci dit, c'est ce qu'on a fait. Enfin, tu vois, on a confectionné une formation. On se forme à ce truc-là parce qu'on n'était plus non plus en position d'être stagiaire chez un. Tu vois, c'était pas trop possible. Et on construit un projet d'entreprise ensemble, un truc super qui n'existait pas. Je sais pas du tout si ça aurait fonctionné, mais toujours est-il qu'on a été jusqu'à le moment vraiment, tu vois, J-1 du lancement, et malheureusement, ma partenaire a eu un nervous breakdown, enfin des problèmes personnels qui font qu'elle était plus en capacité à ce moment-là de lancer l'entreprise. Et moi, toute seule, je pouvais pas le faire. Ouais, ça déjà fait à des deux, choses, quoi. quand je me souviens du projet, je me dis déjà on était cinglés. Comment on aurait pu faire tout ça à deux? Mais alors à toute seule, c'était pas possible. D'autant qu'on se complète vraiment très bien. Elle est forte là où je suis mauvaise et vice versa. Bref. Donc je me retrouve, tu vois, au milieu du lieu, en me disant ok, bon ben donc là mon chômage va s'arrêter. Il faut que je fasse un truc. Je décide de faire du planning stratégique, qui est un titre que je n'avais jamais eu en agence, mais que j'avais fait en fait sans en avoir le titre, parce que quand t'es DC, enfin ça dépend des agences bien sûr, et puis je te parle d'il y a longtemps. Bon en fait c'était quand même très très souvent toi qui décidais de la strat. Donc plutôt en consulting là. Du coup, en consulting. Ouais. Voilà, je rencontre des gens, je me positionne comme ça en ayant l'impression de faire un truc de ouf, c'est-à-dire de dire que je suis quelque chose que je ne suis pas vraiment. Enfin, tu vois, où j'ai pas été validée par une carte de visite à l'époque. Ça marche très bien. Donc je fais quelques missions, etc. Ça se passe bien. Et puis donc je rencontre celui qui deviendra mon associé et qui me dit on fait plusieurs trucs ensemble. On se dit ouais ça marche bien, on s'entend bien. Si on montait une agence. Et moi à l'époque ça me paraît un peu fou parce que c'est quand même pas forcément si simple que ça, même si c'est un domaine que je connais. Mais en même temps j'avais tellement la flemme. Je voulais pas être à nouveau directrice de création parce que DC t'es un peu la maman de toutes tes créas. Ouais. Ma dernière équipe, j'avais 40 créas. Alors on était 2 DC, mais 40 personnes, si tu veux. Ouais, c'est l'enfer. J'ai aussi aimé ça. Tu voulais pas aller te remettre dans le civil, aller refaire la même chose pour une autre agence. Quoi. Et puis un poste de DC, enfin toi, il y en a pas 50 par agence non plus. Hein. Oui. Et puis moi, pendant 2 ans, j'avais dit les mecs, salut, je ne suis plus de votre monde, c'est fini. Enfin, puis tu vois, tu reprends ton petit dossier. Bonjour, c'est moi. Donc j'avais pas envie de ça. Donc on se dit bon ok, on monte une agence et puis on va faire un truc de fifou. On ne bosse qu'avec les DG. Okay. Ou les DM éventuellement, mais tu peux juste expliquer ce que c'est. Les directeurs généraux ou directeurs marketing, mais en tout cas on ne travaille pas parce que le truc évidemment classique c'est de travailler avec les chefs de produits. Bien sûr. Enfin tu vois, pendant le pitch, pendant la compète, tu vois les boss, puis après tu les vois une fois sur 50. Bien sûr. Tu présentes un truc au chef de pub, même s'il est très bien, si tu veux. Évidemment que c'est pas lui qui a la décision, donc il va le présenter au-dessus. Ton truc, ça finit par ressembler à plus rien. Après, l'information redescend, c'est infernal. Donc on se dit ça marche. C'est extrêmement pédant comme positionnement, mais en fait, ça marche. On se dit, et puis ce qui était génial, c'est que toutes les idées qu'on avait, on pouvait enfin les faire. Contrairement à quand tu es salarié d'une boîte, même d'une agence, où tu dis si on faisait ça, ce serait cool de faire, je sais pas quoi, un magazine, des concerts, des malins. On dit ouais, super. Ah non, mais attends, ça rapporte pas d'argent, éventuellement ça nous en coûte un peu, no way. Là, c'est ton temps, c'est ton fric, tu fais comme tu veux. Et donc, dans le cadre de cette agence, on a fait plein de trucs super amusants. On a fait un webzine à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. On a fait des dîners où on invitait des gens qu'on connaissait pas et qu'on avait envie de rencontrer. On a fait une 40aine de concerts avec des gens qui ensuite remplissaient Bercy. Enfin, tu vois, des trucs de... Genre qui je sais pas, par exemple, Brigitte. Elles ont fait un de leurs premiers concerts chez nous. On a eu vraiment plein de gens super. Et donc, on travaillait avec... on avait des clients de toutes sortes. On a travaillé pour Dior, on a travaillé pour la Massif, on a travaillé pour le syndicat des pharmaciens. Enfin, tu vois, c'était... et on était plutôt sur du stratégie et branding et peu d'exécution. C'est-à-dire que normalement, on ne faisait pas de campagne. Il se trouve que nos clients nous ont demandé parfois de faire des campagnes, donc on en a fait. Mais par opportunisme, on refuse pas, quoi. Hein. Oui, puis c'était plaisant. Oui. Mais... Tu vois, on était quand même vraiment une toute petite... On était vraiment le deuxième, voire troisième, voire quatrième bureau. Parce que quand tu travailles pour Dior, tu te doutes bien qu'ils ont un pléthore d'agences bien plus grosses et bien plus
capés d'une certaine façon que nous. Mais nous, notre idée, c'était d'être typiquement ceux à qui on file les dossiers, soit un peu, tu vois, pas secret, mais qu'on n'a pas envie de mettre dans les gros tuyaux parce qu'on n'a pas forcément envie que ce soit très exposé. Et puis on sait que ça va mettre un certain temps, que ça va coûter une certaine somme, et que les filets au petit du bureau de gauche, là, ça va aller plus vite, ce sera plus discret, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc, on était vraiment ce bureau-là et c'était une chouette aventure. Et c'est dans le cadre de cette agence que j'ai créé Absolution. Ok, très bien. Donc, on va enfin... Ça y est. On va enfin y arriver, du coup. Je t'ai dit que j'étais bavarde. Hein. Eh bien, de toute façon, c'est le but. On est là pour papoter. Hein, donc, du coup, quand on t'arrive donc du coup sur Absolution, juste rapidement, en fait, pour faire la transition, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi vous avez cette agence de com. Si j'ai bien fait mes devoirs, c'est en fait vous faites une sorte un peu de use case, un peu de cas d'école où vous montez un peu une boîte un peu fictive. En fait, vous vous prenez au jeu et vous vous dites on le fait quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un ras-le-bol après avoir eu un dossier avec un très gros compte de la beauté. Qu'on embrasse quand même. Qu'on embrasse quand même. Ou bon, c'est trop casse-couille, quoi. Ouais. Donc, je les appelle et je fais le seul truc, enfin, pas le seul truc, c'est pas vrai du tout, mais le truc que tu peux te permettre quand c'est ta boîte, c'est-à-dire appeler ton client en disant j'arrête. Ça, c'est vrai que quand on est à ce niveau-là, c'est moi, je l'ai fait agréable. qu'une fois, mais je l'ai fait cette fois-là. J'ai dit, écoute, j'arrête. J'ai pas monté ma boîte pour me pourrir la vie à ce point-là. La personne en face a été très compréhensive d'ailleurs. Enfin, tu vois, ça s'est bien passé alors que c'est pas forcément un truc très facile. Ouais. Bon, encore une fois, c'était pas non plus leur dossier de l'année. Hein. Ouais. Et je me dis quand même, c'est fou, quoi. Pourquoi à chaque fois que je travaille pour de la beauté, c'est pas bien. Et moi, j'aime bien. Il y a une phrase que j'aime bien, donc j'ai peut-être dû l'entendre parce que je la dis souvent. C'est la critique est aisée, l'art est difficile. Mais je trouve qu'elle est tellement vrai et qu'on passe tellement de temps à critiquer les choses, mais que quand on doit les faire, c'est autrement qu'autant. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais puisque de toute façon, je trouve que la plupart des marques sont pas forcément hyper intéressantes, et en tant que conso, et en tant que communicante. Qu'est-ce que je ferais ? Et je rassemble toutes mes idées que j'ai eues depuis super longtemps, parce que c'est vraiment un domaine que j'aime depuis toute petite, la beauté. J'écris Abso sur le papier. Je me dis, ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, cocotte, c'est bien. Ça me plaît bien. Je montre ça à mon associé, qui dit, ouais, c'est pas mal. Et on se dit, bon, on va le travailler comme un case study, parce que nous, on aimerait bien avoir un client qui nous demande de monter une boîte avec lui. Enfin, tu vois, créer un projet comme ce que faisaient à l'époque Sidley et Moser, d'autres grosses agences canadiennes et anglaises. De temps en temps, ils montaient un vrai projet avec leurs clients, mais de bout en bout. Et en fait, on s'est complètement laissé bouffer par le truc. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, moi, c'était plus du tout question que ça reste un PowerPoint que personne n'avait demandé et qui n'a d'ailleurs jamais été présenté à un quelconque client. Ouais, ok. On s'est plongé dedans. Et en fait, on a été un peu plus vite que la musique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, ouh là là, attention, là, on est déjà en train de commander des packs, on discute avec un labo et on n'a absolument pas d'argent pour faire cette histoire. Oui, parce que en fait, là, ça que les gens se rendent compte, c'est que se lancer dans ce type de business, c'est juste le truc, c'est juste le boss de fin, quoi, de l'entrepreneuriat, quoi. C'est le truc le plus difficile, quoi. Oui, c'est de la le prod. consumer avec des stocks sur de la cosmétique où c'est pas juste un produit fini. Enfin, il y a des histoires de packaging, il y a des histoires de logistique. Tu peux vendre en ligne, tu peux vendre en physique. T'as choisi le truc le plus compliqué, quoi. Oui, mais je le savais pas. Ouais. D'une certaine façon. C'est ça qui est peut-être bien aussi. Je pense qu'on l'aurait pas fait sinon. Ouais. Tu sais, c'est toujours la différence entre le savoir intellectuel et vivre les choses. C'est que je dis souvent, c'est comme les chagrins d'amour. Tu as l'idée de ce que c'est un chagrin d'amour ou tomber amoureux. Tu vois, dans les livres, dans les films, etc. Avant que ça te soit arrivé, mais quand ça t'arrive, tu vois, c'est waouh, tellement plus fort. Tu le vis pleinement, ouais. Voilà. Et ben, quand on a parlé de ça. Je lui dis, ouais, mais attends, c'est de l'industrie. Nous, pour l'instant, on fait du service. Déjà, passer d'être salarié en agence et d'avoir sa propre agence, alors que c'est un domaine qu'on maîtrise, tant faire se peut, un peu quand même. Il y a quand même vraiment des différences. Là, de l'industrie, on n'y connaît que dalle. C'est beaucoup plus cash consuming. Enfin, c'est un énorme... Et passer du service au produit. Un énorme pas. Tu dis, ouais, ça va être vraiment plus dur. Mais tu le sais. Mais quand t'es dedans, tu dis, c'était ça plus dur. C'était ça l'océan de différence qu'il y a entre le service et l'industrie. Et donc, on va un peu trop vite. Et puis à un moment, on se dit, oh là, en fait, on n'a pas du tout de quoi financer ce truc-là, même petitement. Et la vraie différence avec aujourd'hui, c'est que à l'époque,
c'est beaucoup plus facile de lancer une marque de cosméto aujourd'hui. Ça veut pas du tout dire que c'est facile de le faire, que tu es sûr de réussir, absolument pas. C'est quand même une galère. Mais il y a beaucoup, tu vois, les labos font des trucs à façon sur des petites quantités. Enfin, je veux dire, tout ça n'existait vraiment pas. J'ai l'impression que c'est plus simple aujourd'hui quand tu veux te lancer. Ils ont déjà même des recettes. Je sais pas, on dit pas des recettes, peut-être en marque blanche. Enfin, du coup, t'as juste en fait à y mettre ton packaging. Oui. Alors ça existait déjà, mais beaucoup moins. Et surtout, ce qui existait pas, c'était la notion de petite quantité. Tu vois, de petites séries. C'était des gros labos qui faisaient pour des grosses marques enfin en tout cas avec des grosses quantités, donc beaucoup d'argent. Et puis tu démarres pas ta boîte en disant bonjour, vous m'en ferez 35 000. Tu vois, t'essayes d'avoir un petit millier, 2 milliers, tu vois, pas plus quoi. Et tout ça était beaucoup plus complexe que ça l'est aujourd'hui, même si ça reste une tannée. Et donc là, on se dit bon, on doit chercher un peu d'argent quand même. Ce que j'allais te demander, en fait, là, si on sépare, du coup, l'histoire d'Absolution, je sais pas, par exemple, en 3 chapitres. Donc là, on ouvre le chapitre 1. Ouvre le chapitre. Donc, vous avez joué à la création d'une marque. Là, vous dites, bon, on arrête de jouer, on va rentrer sur le terrain. Ouais. Et donc, du coup, première étape, chercher de l'oseille. Chercher de l'oseille. Super timing. Moi, je suis assez douée sur le timing pour chercher de l'argent. Je suis toujours sur un timing pourri, il faut le savoir. 2008. Ah 2008, oui. 2009. Oui, c'est passé une petite crisounette, je crois, à ce moment-là. Donc, on envoie notre truc à quelques personnes qui potentiellement peuvent investir, donc plutôt des business angels, notamment des anciens de mon agence, qui, je dois dire, à ma grande surprise, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Alors, à ma grande surprise, pas parce que le projet n'est pas bien, tu vois, mais parce que à l'époque, on cherchait 1,2 million. Et il y avait encore rien. Et il y avait rien. Ouais. Et ce qui était exactement ce qu'il nous aurait fallu, je pense. Et il y a des gens hyper intéressés tout de suite. Et alors moi, ça me paraissait complètement magique. Genre, j'écris un truc sur un papier et je le montre à quelqu'un et quelqu'un me dit, OK, ça m'intéresse. Bon, ils ont pas fait le chèque, mais ça m'intéresse. Je trouvais ça hallucinant. Donc, on avance. Et puis, Lehman Brothers, tout ça, ils perdent pas mal d'argent parce qu'ils avaient, parce que de toute façon, tout se cassait la gueule. Et là, ils nous disent, oui, alors on est intéressés, mais quand même pour beaucoup moins d'argent. Mm-hmm. Et nous, on la joue grand prince, genre, oh non, si c'est pour si peu, on va se débrouiller tout seul. Et on sort du rendez-vous de l'hôtel Hyatt, on se regarde, on se dit, on est vraiment dans la merde. Donc, on recherche de l'argent. Finalement, on trouve quelqu'un pour nous accompagner, un BA, mais avec beaucoup moins de sous. Donc on est parti, je peux le dire, à l'époque on est parti avec 200 000. Ce qui est quand même une somme, mais en effet. Ce qui est une somme, mais ce qui est pas du tout une somme suffisante. Oui. Pour, ça permet de faire le premier décollage, on va dire. En tout cas, on les aurait pas eu, on n'aurait rien pu faire. Oui, non, voilà, tu fais rien. Ça c'est sûr. Donc c'est l'invest de départ, c'est ça. Et puis après, il faut avoir un peu de cash flow devant soi, parce qu'on gagne pas de l'argent tout de suite. Donc pas du tout. Ouais. Donc oui, de toute façon, on n'aurait rien pu faire sans cet argent-là, c'est certain. Mais en revanche, c'était extrêmement court, parce que ce qu'on avait après, on a eu en plus plein de problèmes capitalistiques. Enfin, on avait pris une associée qui nous a roulé dans la farine et est partie avant même le lancement de la marque. Tu vois, vraiment le super plan. Ça commençait très fort. Nous, on est assez rocambolesque quand même sur cet aspect-là. Mais ce qu'on avait très mal mesuré, parce que on connaissait pas du tout ce métier, c'est le temps nécessaire. On n'avait pas cette notion que déjà la prod c'était long, mais après entre le moment où t'as tes produits, il faut trouver, surtout au début, il faut trouver des points de vente pour le distribuer. Et puis une fois que t'es sur les étagères, moi ça c'était ma grande leçon, parce que ça je l'avais vraiment pas anticipé dans ma tête, c'est que moi qui étais habituée à la com, si tu veux, faire un beau produit. Le produit était canon, pas du tout un produit publicitaire, c'est-à-dire que de la gueule et pas terrible à l'intérieur. C'était un design incroyable pour l'époque qui a fait vraiment l'effet d'un ovni. Et puis un produit vraiment génial à l'intérieur. Hyper qualitatif, hyper bon, hyper efficace. Enfin vraiment, tout était très bien. Parce que c'est quoi le positionnement que vous prenez tout de suite Alors, c'est ça aussi ce qui est intéressant avec Abso, c'est que on est considéré comme un peu la pionnière ce qu'on appelle des indie brands aujourd'hui, parce que toutes les valeurs que revendiquent les marques aujourd'hui, souvent en disant oui alors je vois on n'a pas trouvé ceci cela. Alors ils ont pas trouvé parce que je sais pas, ils s'étaient enfermés dans le noir dans une cave, mais tu vois, on est certifié bio et pas du tout sur un bio opportuniste qui est juste au niveau qu'il faut pour avoir le label, mais sur un bio tu vois, vraiment dans les grandes largeurs. On est no gender, super inclusif et depuis le début.
On a des formules donc totalement naturelles, hyper efficaces. On est hyper honnête dans notre discours et pédagogique. Et on a un design hyper contemporain, enfin même et qui continue à être très différent. Quand on est sorti à l'époque, franchement, c'était un ovni. Et d'ailleurs, toute la presse nous a suivis. Et je remercie toute la presse parce qu'elle continue à nous suivre aujourd'hui. Mais pour te dire, on est sorti en septembre et on était dans tous les magazines, le top 10 des magazines de Noël sur les shootings. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que là, donc là, on est en 2009, 2009. Septembre. Donc les RP, les relations presse. C'était important. C'est toujours important aujourd'hui. C'était mais plus à important. l'époque, c'était le canal de com numéro 1, en fait. Voilà. Quoi. Il y a pas Instagram, il y avait pas. Il y avait Facebook. Oui. Qui était pas très important en France encore, mais qui existait. Ouais, je sais même pas s'il y avait les pages fans déjà, tu vois. Ah 2009. Non, je crois pas, non. Si, 2009, il y avait... Si. Ah, écoute, je suis pas assez pointue pour te dire ça. T'as raison, il y avait pas les pages fans, parce que moi, tu vois, j'ai monté ma première boîte en 2011, et c'était le tout début, vraiment, de faire les pages fans, c'était genre 2010, un truc comme ça. Voilà. Non, ouais. Bah, tu vois, on avait un Facebook, ça, je m'en souviens, mais bon, c'était embryonnaire, quoi. Ouais. Et donc, oui, donc c'était vraiment un ovni en termes de design et de branding. Et aujourd'hui, parce qu'à l'époque aussi, quand t'étais une marque bio, franchement, en termes de design et de branding, c'était quand même assez pourri. Ouais. Parce qu'il y a un peu un côté qui n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, quand t'étais bio, il fallait pas être trop jolie. Parce que si t'étais trop... Tu sais, c'est un peu le truc, genre le diable est dans la séduction. Donc si c'était trop joli, ça voulait dire que t'avais dépensé de l'argent pour être jolie, alors que tu ferais mieux de le dépenser pour la qualité de ton produit. Il y avait un truc un peu comme ça. Le côté protestantisme. Exactement. Quoi, ouais. C'est généralement... Je pense que c'est vraiment ça. Ce qui est normal, puisque les marques historiques bio sont des marques plutôt allemandes. Voilà. Ouais. Tout à fait. Donc, c'était bio, mais c'était pas forcément très, très joli. Aujourd'hui, c'est plus le cas. T'as plein de trucs bio, c'est joli. Bon, moi, je trouve que c'est beaucoup de copycat. Hein. Tout le monde a sa petite charte Instagram. Tout le monde fait pareil, la même typo, les mêmes couleurs, tout pareil, voilà. Mais en tout cas, l'exécution est jolie la plupart du temps. Donc tu fais ce lancement, t'as ce produit, vous êtes un peu disruptif parce que vous sortez un peu de l'ordinaire. On est complètement disruptif et puis surtout t'as la presse qui te suit. Voilà, on a un concept aussi du mix and match, c'est-à-dire on parle d'écosystèmes cutanés, de microbiote cutané, qui sont pas du tout des choses qu'on a inventées bien entendu, mais qui sont pas des choses qui sont communiquées dans le cadre d'une marque au public. Donc on est sur la psychologie de la peau, on parle d'humeur de peau et plus de type de peau, enfin tu vois, on parle de plein de trucs comme ça. On se lance à un salon qui n'existe plus aujourd'hui. On gagne le prix du jury. Et puis là, là, c'est l'affolement parce que en fait, on est demandé par les Galeries Lafayette, le Bon Marché, le Corso Como, plein de gens. Lancement réussi. Donc, si je fais juste un petit résumé réussi du chapitre 1, en fait, c'est vous lancez la marque, vous avez besoin d'oseille, vous en trouvez moins que prévu, mais au moins suffisamment pour décoller, pour lancer le produit. Là, l'exécution sur la partie produit est bonne, le lancement est bon, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, vous arrivez avec des problématiques qui sont plutôt, ok, comment on fait plus de stock, comment on se développe, quoi. Super bon accueil, super suivi de la presse, enfin la presse nous supporte, etc. Les magasins nous demandent, et donc c'est là où je reboucle avec ce que je te disais, c'est que ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est que c'est pas du tout comme en com où tu fais un bon produit, tu fais une belle campagne, tu fais des claquettes pour la vendre, et puis voilà. C'est que une fois que t'es rentré chez un revendeur, moi je croyais que le boulot était fait. Mais non. Parce que s'il se vend pas, il va pas te recommander. Mais non, mais c'est surtout qu'il te demande de le vendre toi. Ok. La plupart du temps. C'est-à-dire, en fait, il te demande de toi aller faire de l'animation commerciale. Il te demande du support, de faire des vitrines, de faire des animations, de faire des échantillons, de faire vraiment toutes les aides à la vente que toi, benoîtement, tu pensais que c'était leur taf, quoi. Ouais. Puisque c'est eux les vendeurs. Bah non. Et ça, c'était déjà le cas à l'époque, et alors c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et donc, rentrer dans des points de vente, certes, c'était une bonne nouvelle, c'était chouette, mais c'est pas pour ça que tu fais du chiffre. Ouais. Donc, il y a eu tout ce démarrage qui a duré quand même quelques années, où, si tu veux, côté vitrine, ça se passe hyper bien, c'est super, et c'est réel. Il y a plein de choses super, mais putain, le cash, il rentre pas. Enfin, il rentre, mais il rentre tout petitement. C'est-à-dire, par exemple, si on doit donner quelques chiffres, je sais pas, la première année ou le premier bilan, on parle de quel chiffre d'affaires, grosso modo? J'aurais du mal à me souvenir exactement. Je pense qu'on a fait un premier exercice qui était, puisqu'on s'est lancé en septembre, tu vois, on a dû faire septembre, décembre de l'année suivante. Franchement,
j'ai peur de dire des bêtises, mais on était à moins de 100 000, ça c'est sûr. Ok, oui, donc on est sur un petit chiffre qui a le mérite d'exister, pas zéro, mais du coup on n'est pas encore sur la folie des grandeurs. Ah non, pas du tout. Mais vraiment, je pense que, enfin c'est toujours une expression un peu conne, mais le monde a changé. Non, mais, tu vois, on n'est plus du tout sur les mêmes ratios, on n'est plus... C'est vraiment totalement différent de l'ancienne marque aujourd'hui, ou même, enfin, tu vois, post-Covid, que à l'époque. Rien n'est pareil. Nous on avait une e-shop. Enfin, je veux dire, on a tout de suite fait un site internet avec une e-shop, mais on avait genre, je sais pas, une commande par jour ou deux. Mais on parlait beaucoup de nous. Mais enfin, tu vois, il y avait un côté quand même successful. Mais sauf que ça se voyait pas dans les colonnes de chiffres. Et qu'à un moment, tu sais bien que c'est les colonnes de chiffres aussi qui comptent. Je comprends. Donc, du coup, ça, c'est la fin du chapitre 1. Du coup, si tu dois donner, un titre au chapitre 2, qui s'ouvre, c'est quoi, en fait, l'étape d'après, le launch, en fait? Qui, du coup, j'ai bien compris, se passe bien, mais est compliqué, quoi, parce que c'est chronophage et que c'est long et que tu sors les rames, quoi. Ouais, on sort les rames, et puis on avait encore notre agence de com en plus. Ah oui, vous l'aviez gardé quand même. Surtout que c'est un peu votre vache à lait, quoi. Enfin, c'est ce qui vous permettait de vivre. Sauf que à un moment, si tu veux, t'as 2 startups en même temps. Ouais. Pas possible. Moi, je dormais 4 heures par nuit, quoi. Ouais. Et on finissait par faire n'importe quoi en com parce qu'on, tu vois, on se disait, il n'y a pas un truc demain? Qu'est-ce que ça peut être? Ah putain, il y a une compète demain, on n'a rien fait. Enfin, on pouvait pas à un moment. Donc bon, il y a un moment où on s'est séparé opérationnellement avec mon associé. Il est resté sur l'agence et moi j'ai pris vraiment abso parce que juste on allait péter les deux. Ouais. Ça devenait. Bah tu sais, même moi qui ai souvent été sur plein de boîtes en même temps, s'il y a bien une leçon que j'ai prise, alors tu vois, ça m'a mis quand même 15 ans à m'en rendre compte, c'est qu'à un moment donné, le multipreneuriat, c'est bien, c'est fun, c'est marrant, tout le monde te dit, tu fais plein de choses, c'est génial, mais en même temps, quand t'es partout, t'es nulle part. Ouais. Et si tu veux faire quelque chose de bien, c'est même un 80%, ça fonctionne pas. Faut y être à 200%, quoi. Donc on a fait ça, et c'est aussi le moment où, enfin bon, c'est pas spécial, enfin c'est pas forcément que ça, si tu veux, ça correspond aussi à quelques années passées, parce qu'on a quand même bien tiré la langue 3 ans, hein. Ouais. Ça veut pas dire que qu'on la tire plus du tout, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un shift plutôt en 2013, tu vois, donc ça fait quand même 4 ans, où là on a eu un acteur majeur qui a quand même intervenu, c'est-à-dire que le Mama Shelter est venu Jérémy Trigano m'a demandé de faire ses amenities. Sympa. Parce qu'il aimait beaucoup Abso et il voulait faire un truc à Jérémy, c'est-à-dire complètement novateur, etc. Donc il a proposé des amenities bio dans tu vois, un grand flacon. Enfin, ça se faisait absolument pas. Et ça nous a bien aidé, je dois dire. Et puis bon. D'un point de vue chiffre ou d'un point de vue image? D'un point de vue alors image, c'était bénéfique, hein, mais ça a peu d'incidence, vraiment peu. C'est d'un point de vue chiffre. Voilà. En revanche, d'un point de vue chiffre, ça a été important pour nous et ça nous a quand même bien aidé d'avoir un client solide qui faisait un peu du volume dans notre activité. Et puis bon, quand même, au bout de 4 ans, on avait quelques clients qui commençaient à faire un petit peu de bise aussi. Donc là, je me suis un peu staffée parce que tout ça, ces 4 premières années, on est genre 3. Tu vois, 3 et demi. Avec un ou deux stagiaires et voilà. Voilà. Non. Alors, si, un stagiaire créa, mais j'ai embauché quelqu'un assez rapidement. Okay. Nous, on consomme en fait entre peu de stagiaires. On est une des rares boîtes où tu as quand même vraiment nettement plus de CDI que de le stagiaire. Tout à votre honneur. Et donc, on se staffe un petit peu, et puis voilà. Puis la sauce a commencé à prendre. Jusqu'au moment donc où 2017-2018, j'ai le besoin de faire une levée. Entre-temps, mon associé et moi, on se sépare. Chose qui arrive, on a tous connu ça. Voilà, et que perte et fracas, comme ça arrive aussi souvent. Et donc quand même, une période un peu compliquée. 2015, un peu difficile. Oui, parce que en plus, déjà, c'est toujours décevant de se séparer, hein, comme une relation amoureuse. Exactement. C'est jamais un bon moment de quitter quelqu'un qu'on a vachement aimé. Et puis en plus, c'est de la charge mentale, administrativement, financièrement, c'est des tanasses. Oui, donc en général, c'est 6 mois, 1 an qui sont un peu oui, tout à fait. Un peu compliqué parce que tu comme si tu menais 2 guerres en même temps, quoi. Tout à fait. Donc complexe, mais voilà, je passe à travers ce truc-là. Et puis donc cette fameuse levée de 2017-2018 où je me dis là, j'ai beaucoup de choses qui se dessinent, il faut absolument que je monte une équipe un peu plus importante parce que moi je commence à être
vraiment fatiguée. Ouais, puis à un moment donné, tu peux pas te et puis j'ai pas démultiplier, 27 bras, voilà. Ouais. Et les gens qui travaillaient déjà avec moi non plus. Donc il faut qu'on se staffe un peu. Et donc je pars pour cette levée. Les relations avec mon investisseur historique se complexifient aussi un petit peu. Donc une levée assez longue parce qu'en fait moi c'est un peu l'impression que j'ai dans ma vie, ceci dit, d'être jamais dans la bonne case. Donc qu'est-ce qui se passe en 2017 ? On est une marque relativement connue. Tout ça est extrêmement relatif. Mais enfin bon. C'est quoi là, 2017 ? Du coup, t'as quoi ? Tu fais déjà plus d'1 million, plus de 2 millions ? T'es à quel niveau là ? Je dois être à... oui, j'ai dépassé le million. Ok. Donc, t'es une marque qui compte. Oui, enfin, tout est super relatif. Mais bon, dans le tout petit écosystème des indie brands, je crois que même à l'époque, si on devait commencer à parler des indie brands, voilà, Apso est une référence pour les marques. Enfin, tu vois, j'ai tout le temps des gens qui m'appellent en disant vous m'avez beaucoup inspiré, etc. Bon, c'est super mignon. Je leur dis, accroche-toi si tu veux lancer un truc. Mais donc, je ne suis plus en amorçage. Je ne suis pas plus une start-up. Tu vois, je suis pas tech non plus. Ouais. Je suis pas dans la tech. Je fais du chiffre, mais pas un chiffre très conséquent, malgré tout. C'est vrai que ça, en fait, une boîte comme ça d'une marque qui fait 1 million et quelques, c'est une place un peu bâtarde, on va dire. C'est une place bâtarde. Parce que t'es pas petit, t'es pas gros non plus. T'es pas rien, mais t'es pas sexy non plus. Je peux plus faire la danse des 7 voiles en disant mais oui, on va faire 12 millions en 3 ans, tu vois. Bah non, il voit bien que en 7 attends. C'est combien, 7-8 ans. Oui, tu vois, j'y suis pas, que mon BP de départ, il n'est pas exécuté comme la plupart des BP, mais bon, la preuve en est. En même temps, je suis toujours là, alors qu'il y en a plein qui sont morts entre-temps. Les produits sont super bien cotés. Enfin, tu vois, il y a plein de choses bien, mais en même temps, t'es pas une licorne. Faut bien non, les je suis vendre, pas une licorne. Et donc, c'est toujours un peu ce truc-là, en fait, Ouais. Bon, en plus, il y avait certaines caractéristiques de mon BA qui faisaient qu'il y avait aussi des fonds qui pouvaient pas être intéressés pour des raisons techniques. Enfin bref, donc un truc compliqué. Plus un truc compliqué puisque des demandes qui ne trouvent pas accord des fonds intéressés. Bref, la levée, moi j'ai cru que j'allais claquer. Ouais. Ça a duré des mois, mais 18 mois, un truc comme ça, Ouais, un c'est truc très long, ouais. horrible. Et eux-mêmes disaient, on n'a jamais vu ça. Pour un tout petit, enfin je veux dire c'est quand même un tout petit truc, tu vois, les mecs ils jonglent avec les millions. Bref. Je suis obligée d'avancer entre-temps, donc malgré tout, je staffe, parce que on a besoin de se développer et on a de la demande. Donc on y va, mais c'est vrai que c'est un passage qui a été très éprouvant, vraiment. Je trouve ça complexe. Et donc du coup, tu arrives quand même au bout et c'est quand même du coup un milestone important puisque ça vous permet de rester à flot, de pouvoir staffer et de pouvoir step up parce que du coup, t'es un peu plafonné à 1 million et quelques. Et en plus, bon, je vais spoiler, mais aujourd'hui, je crois que t'es à entre 3 et 4 millions. Ouais. Donc c'est sûr que le 0 à 1, c'est une chose, mais le 1 à 3, moi je trouve il est quand même encore... En fait, il est plus difficile, il est plus rare, mais souvent il est plus rapide. Enfin, il peut être plus rapide quand le 0 à 1 a été compliqué et laborieux. Ouais. D'un coup, il y a un truc qui shift et là, pam, tu vois, ça peut être des fois 2-3 clients comme le Mama Shelter qui d'un coup arrive parce que t'as le Mama Shelter, donc tu peux le name drop et du coup, t'as un autre gros qui arrive et un autre et un autre et un autre. Quoi. Oui, ça peut. Mais ce qui se passe après, si tu veux, assez rapidement, qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule? Puisque bon, ma levée, je la finis au final en septembre 2018. Donc bon, 2019, gilets jaunes, machin, enfin tu vois, c'est quand même assez. Et puis après, Covid. Oui. Puis après, Ukraine. Waouh, les super 5 années vraiment faciles. Alors, c'est ce que je dis, il se passe jamais. Enfin, tu vois, une année n'est jamais linéaire, un long fleuve plat où il se passe rien de compliqué pour le business. Mais il peut parfois se passer plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais là, c'est quand même un empilement de circonstances absolument affriolantes. Enfin, tu vois, on n'a jamais vécu ça. Donc, ça a été quand même assez rude. Malgré tout, le Covid, bon, hyper complexe, mais on s'en sort bien. On fait même une très bonne année 2021, mais ce qui a été le cas pour pas mal d'entreprises, c'est en fait, on pensait que ce serait pendant le Covid et puis juste après où ça allait être compliqué. Non, en fait, le juste après, ça a été plutôt pas mal pour beaucoup, mais c'est après. C'est devenu vraiment compliqué. C'est 2021-2022 qui a été très difficile pour les brands. Hyper dur. Parce que là, en fait,
tout l'impact du Covid et maximiser, tu vois, toutes les matières premières, les transports, tout ça n'est toujours pas remis. Enfin, et puis l'inflation, et puis l'énergie 15-20% mais oui, tout. Sur les coûts, ouais. Et puis surtout, je prends 2 mois de délai partout, quoi, ouais, en plus. Donc, tu te retrouves avec des productions qui vont mettre 6 mois pour être faites au lieu de 4, 3. Okay. C'est pas du tout pareil en termes de trésor. Pas du tout. Donc, c'est super compliqué après le Covid. Donc, du coup, ce qui va peut-être nous amener là, en fait, au chapitre 3, et du coup, le chapitre que tu es en train encore de vivre, avant peut-être, du coup, le passage au chapitre 4. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment, j'ai bien compris, là, du coup, toutes les difficultés sur lesquelles tu fais face. Mais bon, du coup, vous êtes encore là, vous faites encore une belle année, vous êtes rentable. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi les gros enjeux pour Apso, et c'est quoi ça va être quoi le chapitre 4, du coup, si on reste dans la métaphore? Alors, moi, ce que je veux pour Apso, et là, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se dessinent pour nous. J'ai un peu quand même cette sensation de plafond, là, qui me casse les pieds, je dois dire. Et donc, je voudrais vraiment le briser, parce que pour moi, Absolution, tous nos clients, tu vois, on a une super bonne fidélité, du réachat. Vraiment, c'est amusant parce que c'est ce que je voulais créer au départ. Je me disais, moi, ce qui enfin bon, ça peut paraître un peu bisounours comme truc, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des belles et bonnes choses. L'aspect financier, alors évidemment qui m'intéresse, parce que de toute façon, je veux dire, j'en ai besoin pour que la boîte se développe. Et puis moi, je n'ai rien contre gagner de l'argent, absolument rien. J'ai beaucoup d'idées sur comment l'utiliser, mais j'ai pas du tout créé Apso en me disant, tu vois, je vais faire une cash machine. Enfin, en tout cas, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je la vends, je pars avec et puis c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de faire quelque chose de vraiment beau qui intervienne d'une bonne façon dans la vie des gens. Parce que même si c'est que des soins de la peau, donc bon, c'est vrai que l'impact n'est pas gigantesque, mais avoir une jolie peau, c'est important. Et ça intervient aussi dans la santé et dans le psychisme, tu vois, la bonne santé mentale des gens. Ouais. Quand tu as une maladie de peau, quand tu as de la rosacée, de l'acné, enfin, c'est compliqué à vivre. Donc certes, il y a des choses beaucoup plus compliquées, mais c'est compliqué pour toi, c'est compliqué dans ton rapport aux autres, etc. Et donc, je suis persuadée que aider les gens à avoir une jolie peau, c'est tu vois, donner un peu de support pour que ça se passe mieux pour eux et que ça se passe mieux dans leurs relations. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous. C'est pour ça qu'on ne mégote jamais sur la qualité de ce qu'on produit. Donc, on a du réachat, les gens tombent amoureux de la marque. Et ça, c'est ce que je voulais dès le départ. Je voulais qu'il y ait une espèce de lien très intime qui se crée entre les produits et les consos. Et quand les consos me parlent, c'est ce qu'ils me disent. Tu voulais créer une love brand. Voilà, vraiment. Et oui, alors tu sais, à l'époque, on parlait beaucoup en com de love brands, mais c'est vrai que c'est ça. Et je crois que pour les clients Apso, c'est ça. On a des clients sur l'e-shop, par exemple, qui sont clients depuis 15 ans. Ouais, ok. Ou 14 ans, enfin, tu vois, puisqu'au début, on avait très peu, mais super longtemps. Et je trouve que on n'est pas assez en vue, on n'est pas dans assez de points de vente, on n'est pas assez accessible, pas en termes de prix, tu vois, mais on nous trouve pas suffisamment facilement. Il faut absolument qu'on soit plus fréquemment dans le champ de vision et dans le champ d'achat des consos. Je veux aussi aller plus à l'export, enfin, tu vois, un développement. Nous, on est beaucoup à l'export. On est dans une 20aine de pays aujourd'hui. Ok. Mais 20 pays sur tous les pays du monde, c'est finalement très peu. Ouais. Voilà. Donc, je voudrais vraiment monter la marque à un niveau plus universel. Voilà. En fait, du coup, c'est ce que j'allais me demander. Puis encore une fois, on va doucement arriver vers la fin de cet épisode. Là, du coup, si j'ai bien compris, là, t'as quand même un bon chiffre d'affaires, parce qu'encore une fois, que les gens se rendent compte, quand on est dans le consumer et qu'on fait entre 3 et 4 millions, c'est quand même assez balèze. On voit une grande résilience chez toi parce que ça fait du coup 15 ans que tu runs cette boîte et que aujourd'hui en plus t'es seul aux manettes puisque ton associé est parti. Si on prend du coup un peu les piliers que tu peux avoir, donc il y a la partie e-commerce, il y a la partie wholesale. On en parlait un petit peu en off au début. Tu me donnais un petit peu comment se splitter aujourd'hui ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire plus de chiffres en ligne?
et plus de chiffres du coup en wholesale. Parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver la marque, par exemple? Alors en France, on peut trouver la marque dans des instituts, on peut la trouver chez Mademoiselle Bio, on peut la trouver au Printemps, à la Samar, dans le réseau qui s'appelle Passion Beauté, et puis pas mal d'instituts indépendants dans toute la France. Ensuite, à l'export, si tu veux, ça dépend de la structure de distribution. Par exemple, en Hollande, où on fonctionne extrêmement bien, on est uniquement en ce qu'ils appellent les beauty salons. Ouais. Et pas en retail ou en grand magasin. Ça peut dépendre aussi de au Japon, on est dans des hôtels de luxe et en pop-up store dans les grands magasins. Ok. Parce que, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêcherait d'être dans des réseaux, on va dire, un peu plus mainstream? Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que du coup c'était peut-être un choix d'avant et que tu voudrais faire évoluer? Quand tu dis réseau, on va les nommer, par exemple, je sais pas, dans des Sephora, des Marionneau ou ce type de. Tu vois, par exemple, Marionneau, c'est relativement comparable à Passion Beauté et rien ne nous empêche. On pourrait très bien y être. C'est faux, c'est plus compliqué dans le sens où pour être dans les magasins, d'abord il y a une très nette préférence pour les marques américaines. Voilà. Et puis c'est aussi ce qui est ambivalent pour une marque de LVMH. Mais bon. Voilà. Et c'est aussi une question de moyens. Ok. Parce que t'implanter dans ce genre de magasin, ça te demande aussi énormément de moyens en fait. Donc c'est à toi d'avancer parce qu'ils payent tard, c'est ça? Bon, il y a ça, mais il y a surtout, encore une fois, que tu dois faire beaucoup de soutien. Enfin, tu vois, on te demande pour te référencer. Il y a pas mal de choses auxquelles tu dois répondre, et il faut avoir les moyens de le faire. Et puis après, il faut aussi avoir le stock. Ok, non mais je comprends. Et puis Apso, c'est alors bon, chez Cefo il y a du conseil, hein, mais Apso c'est une marque de conseil. Donc il y a des points de vente où il y a peu de conseils et du coup ça collerait pas. Ok, non, je comprends. Donc, du coup, plutôt un choix là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et où est-ce qu'on te suit et où est-ce qu'on peut suivre du coup les aventures d'Apso et d'Isabelle? Eh bien, écoute, on peut suivre les aventures d'Apso sur Insta en premier lieu, donc sur Absolution _cosmetics. Moi, c'est Alma Azula. Ok. Et puis on peut les suivre sur notre site. On a aussi sur notre site une partie très intéressante qui s'appelle Beauty Therapy, qui est un peu un média dans le site qui existe depuis 3 ans maintenant. C'est Beauty Therapy, c'était mon projet de cœur, qui est tous les aspects thérapeutiques de la beauté, parce que je trouve, alors je parle pas de la beauté purement cosmétique, hein, ouais. La beauté au sens général, un beau paysage, un tableau, enfin tout ce qu'on peut trouver beau, nous a un impact psychologique, physiologique et spirituel sur nous les humains et même nous les animaux, enfin même les animaux. C'est pour ça qu'on met des tableaux dans les hôpitaux. Exactement, et je trouve que c'est hyper important et merveilleux. Et que restaurer la beauté, l'entretenir, essayer de développer, tu vois, diffuser la beauté, on se rend pas compte à quel point ça pourrait nous faire du bien et ça pourrait nous aider à vivre ensemble de façon apaisée. Voilà. Donc Beauty Therapy, ça parle de ça. Donc ça veut dire qu'en fait moi ce que je ressens en fait quand je t'écoute, tu vois, j'avais pas réagi tout à l'heure, tu vois, quand tu me disais on a monté notre agence de com, du coup on faisait des concerts, des événements, on avait fait un webzine en ligne, etc. J'ai l'impression que toi pareil la partie du coup création de contenu, donc brand content dans ta stratégie de com, c'est quelque chose qui est assez important. Oui, tout à fait. Et puis, on a toujours considéré que, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais que Apso était une marque holistique, dans le sens où pour moi, la beauté, ça se résume évidemment pas, même la beauté, là, si on se ressent sur la peau, enfin la cosmétique, ne se résume pas à ce qu'on va appliquer sur notre peau. C'est aussi une question de santé. C'est hyper important. Alors maintenant, on en parle beaucoup, mais il y a 15 ans, on faisait pas forcément le lien, sauf quand tu étais une marque de pharma, tu vois, beauté, santé. Ça dépend aussi de ton alimentation, ça dépend de ton état mental, ça dépend de est-ce que tu bouges, est-ce que tu as une activité physique, etc. Et donc depuis 2 ans, je fais des études de naturo parce que ça regroupe tout ce qui me passionne depuis super longtemps, et c'est vraiment aussi la source d'une certaine façon d'absolution. Donc là, j'ai fini ma 2e année, j'ai mes examens en novembre. Je pétoche parce que évidemment, tu imagines c'est costaud les études de naturo, hein, c'est énormément de choses à apprendre en plus d'abso. Donc voilà, donc je révise la nuit, mais
c'est un peu complexe de tout retenir. Donc j'ai un peu la trouille pour mes examens de novembre, mais j'espère bien les avoir. Mais pour moi, c'est la même idée, c'est la même chose. C'est une philosophie de vie, c'est une façon de vivre dont tout le monde peut bénéficier. Tu vois, j'adorerais, et bon, il y a des projets dans ce sens, pouvoir transmettre et donner accès à beaucoup plus de choses de l'ordre de la beauté, de la santé, du bien-être, mais même mental, au plus de gens possible. Donc toi, en fait, tu fais ça, en fait, surtout, déjà, je pense parce que ça t'intéresse, parce que c'est lié, en fait, aussi à ton activité, à ce en quoi tu crois. Et l'idée, ce serait du coup, de créer beaucoup de contenu autour de cette thématique, du coup, qui serait, en fait, à distribuer, en fait, à l'audience et surtout, en fait, à la communauté de clientes et peut-être de non-clientes encore, quand je dis clientes, même et clients, puisque vous êtes notre gender. Oui, tout à fait. On a pas mal de clients. Alors, évidemment, on a plus de femmes, mais on a des clients masculins, en plus, très fidèles, aussi. Oui, parce que c'est vrai que en fait c'est marrant, parce que c'est vrai qu'en fait quand tu mets une crème, je pense pas que la crème avec ses ingrédients c'est que pour la peau des femmes, quoi. On a à peu près la même peau, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ce que je dis. Tu sais, je dis les plantes poussent pas en se disant moi je vais m'occuper des mecs, toi tu prends les filles, quoi. Pas du tout. Alors la peau des hommes est un peu différente de enfin déjà c'est des grandes généralités, tu vois. Il y a les hommes ont pas tous la même peau, bien sûr, mais enfin bon il y a quelques généralités malgré tout, elle est plus épaisse, etc., un peu plus vascularisée. Mais en gros ça aboutit à quoi? Ça aboutit à dire du coup il faut pas de texture trop grasse. Ok, mais tu connais des filles qui ont envie d'avoir des trucs tout gras sur le visage? Bah non. Donc, c'est vraiment du marketing. C'est vraiment que du marketing. Donc, nous, on a vraiment... Tous nos produits sont utilisables par les uns comme par les autres. Après, il y a des formules ou il y a des textures qui seront plus appréciées des femmes que des hommes. Quoique, par exemple, les huiles... A priori, les hommes aimaient pas trop les huiles, mais c'est en train de changer. On a des clients masculins qui ne jurent que par notre huile addiction, ou tu vois. Donc voilà, ça bouge. Mais exactement, donc créer du contenu, créer de la pédagogie et voire même créer des lieux pour ça. Parce que ce qui me tient à cœur aussi, c'est de redonner, en fait, de donner les moyens aux gens d'être autonomes et de reprendre leur beauté et leur santé en main. La beauté, ils ont été beaucoup brainwashés par les marques. On leur a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ce qui fait que beaucoup de femmes, en l'occurrence, qui ont été les plus travaillées par les grandes marques, ne savent pas ce qu'elles doivent faire finalement. Elles ont l'impression que si elles s'exfolient pas 2 fois par semaine à partir de 30 ans, c'est mal. Ouais. Tu vois, alors que non. Ça dépend de leur peau et enfin tout est parce qu'on leur donne pas, on préfère imposer pour vendre plutôt que expliquer et les laisser mettre, les accompagner, mais les laisser mettre ensuite c'est exactement la même chose que pour l'alimentation. Ok. Donc du coup, tout ce contenu, on le retrouve où? On le retrouve, je sais pas, vous avez une chaîne YouTube, un blog, où est-ce que ça va? Où est-ce que c'est actuellement? Alors, et où est-ce que ça va être? C'est sur le site Apso, dans la section Beauty Therapy. Ok, donc les gens, ils cherchent le nom du site, l'URL exact, c'est? Pareil, Absolution Cosmétique. Ok, donc vous savez des hommes, des femmes, vous pouvez aller voir tout ça sur le site. Toi, on te suit également est-ce que tu mets du contenu sur LinkedIn ou que sur Instagram peut-être? Bon, alors je suis super mauvaise sur LinkedIn, mais archi mauvaise. Tu commences à poster, ouais. Archi mauvaise. Important. Je n'y vais jamais. Enfin, j'y vais de temps en temps. Je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose. Et puis voilà. Non, écoute, on me retrouve sur mon compte Insta, Alma Azula, mais qui est pas très fourni en contenu. Je dois dire, je vais m'appliquer. Vaut mieux aller sur l'Insta du coup de la marque. d'Apso. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. C'est moi, un super moment avec toi. Merci d'être venue jusqu'à nous en ce temps hyper pluvieux, parce que là c'est plus que pluvieux. On a après vraiment on est venu en barque. Un déluge dans la tronche, on va le dire. Je passe un super moment avec toi. Moi aussi. Je vais faire une petite mention légale de fin d'épisode. Évidemment, si vous avez écouté sur YouTube, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez écouté en audio, pareil, que ce soit Spotify, Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles. Ça nous aide énormément pour être bien référencés dans cette jungle qu'est le podcast. Merci à tous d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Merci à tous. Merci Isabelle. Et je vous dis du coup à très vite dans la Chapelle Radio. Merci.